On est en début du XXe siècle et en 1907, des passionnés d'archéologie, de grottes surtout, vont explorer la vallée de la Meuse et vont découvrir une petite anfractuosité qui deviendra la grotte de Ramioul. Pendant près de 20 ans, l'équipe de passionnés des chercheurs de la Wallonie va fouiller pour dégager cette grotte. Ils ont l'impression qu'il y a un grand réseau, mais ils en connaissent 2 petites entrées, et donc ils vont déployer une énergie de malade, hein. Les déblais sont colossaux. Et puis en 1908 arrive quelque chose de fatidique. Ils découvrent les squelettes de 6 enfants enterrés, on le saura aujourd'hui, vers 2300 ans avant Jésus-Christ. Et là, ils font la découverte exceptionnelle et ils continuent les fouilles. Ils trouvent quelques silex taillés par les premiers Cro-Magnons, les premiers Homo sapiens qui viennent dans nos régions. On est vers 30 000 ans. Ils continuent la fouille et là, ils découvrent la belle salle aux cristallisations qu'on peut toujours voir aujourd'hui et un site occupé par les Néandertaliens vers 40-45 000 ans. Et dans leur première publication de 1908, ils font un rêve, un vœu, ils l'écrivent noir sur blanc. On aimerait bien que nos découvertes servent un jour à faire un musée qui servira à l'éducation de tout un chacun. Quelque part, depuis ce moment initial à aujourd'hui, bien, il va se passer plusieurs choses. Leur rêve se concrétise réellement en 1987 quand ils inaugurent avec la commune de Flémal le musée de la préhistoire en Wallonie. La Fédération Wallonie-Bruxelles est intervenue à donner des subsides. C'est un super petit musée de site. Et puis ils commettent sans doute l'erreur fatidique d'engager un assistant scientifique en ma personne en 1989. Je suis seul, j'ai au moins 500 visiteurs par an. Et je dépose dans le projet muséal une chose qui me passionne, qui est la technologie préhistorique. Fais pas la préhistoire si c'est juste pour regarder rétrospectivement par le passé, c'est aussi pour se comprendre soi-même. Et c'est la raison pour laquelle tout doucement le Préhistoire Museum est devenu un concept qui n'est plus le musée, qui est un bâtiment avec ses collections, ses expositions et ses visites guidées. C'est une expérience espérée pour que ce soit dehors, dans la forêt Natura 2000, où on a installé 9 expériences expositions, ou dans le bâtiment, le visiteur, par sa démarche, par sa mobilité, éprouve des émotions, acquiert des savoirs, et le tout constitue une opportunité, un peu comme un site web, de rebondir d'une idée à l'autre et tout doucement, en reprenant sa voiture le soir, de se dire « Tiens, je me suis bien amusé, tiens, j'ai appris quelque chose sur la préhistoire, mais au fait, j'ai aussi envie, maintenant que j'ai compris qu'il y avait ce grand fil conducteur entre l'humanité d'hier et l'humanité d'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui me fait du bien dans mon présent et je me sens encore plus citoyen pour engager l'avenir. Très vite, la Fédération Wallonie-Bruxelles a porté attention à notre projet et a inscrit le projet dans son programme de construction. Et là, c'était super parce qu'en même temps, le tourisme faisait la même chose. Et alors, on a bénéficié des savoir-faire de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la gestion d'un projet d'infrastructure, où ce qui est formidable là, c'est qu'on met la barre très haut. On invite vraiment les bureaux d'architectes à se projeter. Et ce qu'on a fait tout simplement, c'est d'abord donc un appel à candidature. Je pense qu'il y avait plus d'une trentaine de bureaux qui ont répondu. Sur cette base-là, un jury s'est réuni pour sélectionner 5 candidats, 5 bureaux qui ont répondu. Et alors, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a senti tout de suite qu'il y avait une envie de dialoguer. Et on a eu 5 épures, 5 esquisses. On a eu un jury mais très intense, un très très beau jury, avec des beaux brassages d'idées. Et alors, c'est AIUD, Gilles Honoré et son équipe, qui a remporté le projet. Après avoir travaillé 7 ans chez Pierre Ebling, avec Pierre Ebling, dont je fus le premier stagiaire, j'ai fondé mon propre atelier d'architecture AIUD. AUD, ça signifie simplement architecte, ingénieur, urbaniste, designer, et ça veut dire qu'on s'intéresse en fait à toutes les échelles du projet, depuis le paysage, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, jusqu'à l'aménagement de l'intérieur, la conception de mobilier.
Je fais une architecture du réel. Je suis incapable de dessiner ce qu'on appelle un objet, c'est-à-dire quelque chose qui suffit à soi-même. Pour moi, l'architecture que j'essaye de concevoir, c'est une architecture qui est faite de liens avec, évidemment interne, mais aussi avec son environnement. Et donc à un moment donné, je dois absolument vérifier cette architecture par des scénarios d'usage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je l'affine, je vais la préciser en faisant des scénarios imaginaires, en me baladant dedans. Pour moi, l'architecture, c'est la rencontre d'un programme avec un site. Et le programme, j'essaye toujours de comprendre, au-delà d'un tableau Excel avec des surfaces, j'essaye de comprendre ce qui se cache derrière, le désir des gens, la singularité en fait de la demande. Et finalement, quand je mets ensemble la singularité de la demande que j'ai mis au jour et les potentialités, la poésie d'un site, ben, j'arrive à ce que Pierre Hegling appelle peut-être de la poésie. Mon inspiration vient de ce que j'ai vu autour, mais elle est aussi, je construis maintenant pour des gens de maintenant, et donc c'est vraiment cette mise en relation entre un usage contemporain et un contexte qui fait que finalement le résultat, même si je le revendique contextuel, n'est pas mimétique. La première intention architecturale, ça a été la terre, pour différentes raisons. Parce que simplement, on est dans un musée d'archéologie, et donc le rapport à la terre est fort important. La terre, surtout utilisée en forte épaisseur comme ça, va permettre de créer une régulation hydrique qui va permettre de diminuer la puissance des machines de climatisation. J'ai découvert, avec les archéologues du Préhistomuséum, les premières urbanisations de nos régions au néolithique, c'est-à-dire un peu moins de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a eu la sédentarisation et les gens ont commencé à construire des bâtiments, mais des bâtiments avec les matériaux qu'ils trouvaient dans l'environnement. Donc j'ai été assez intéressé par le lien entre ce qu'on vit à notre époque, où on essaye de construire avec des matériaux biosourcés, des choses comme ça, avec des matériaux renouvelables, et finalement le début de l'urbanisation où ils construisaient comme ça. Les façades sont en ossature bois, remplissage paille. L'idée du matériau de façade, ça a été de mettre un matériau qui ne demande pas trop d'entretien. J'ai choisi le Corten, pourquoi? Parce que le Corten, c'est à la fois mat et lumineux. Et donc ça a beaucoup de variations avec l'atmosphère. La façade est animée par des horizontales. Et ça vient d'un détail technique. C'est-à-dire que j'avais déjà fait un bâtiment avec la même technologie, mais je n'avais pas fait ce pli. Et quand j'ai voulu réutiliser le Corten, j'ai été le revoir et il y avait une petite ombre pas trop, un peu disgracieuse qui se marquait en bas des tôles, simplement parce qu'il y avait une dilatation. Et donc l'idée ici, ça a été de raidir le bas de la tôle. En même temps, ça permet de faire des rejets d'eau. Et c'est devenu un motif graphique dans le projet. Ça a permis de dessiner des façades avec ces grandes horizontales qui allègent le volume du bâtiment. Dans le programme, il y avait une demande de créer des petits abris pour des activités ludiques comme tirer au propulseur sur un cerf sur une statue de cerf. C'est simplement de la tôle pliée. Donc c'est vraiment un travail à la fois sur la matière et sur une structure très simple. Ici, je suis dans les réserves du Préhistomuséum, dans le centre de conservation et d'études. Et derrière cette vitre, c'est une poche, en fait, accessible dans le centre de conservation, accessible au public, qui peut venir voir toute la chaîne de traitement du matériel archéologique jusqu'à sa mise en réserve. Des préoccupations, ça a été de recréer un univers propre au Préhistomuséum, d'arriver à faire cela de différentes manières, en travaillant sur l'imaginaire de la grotte, puisqu'on a rétabli ce cheminement jusque la grotte et c'est devenu l'axe principal
je veux dire, de structuration paysagère du site. Et également en créant non pas un mais deux bâtiments. Je pense que nous étions la seule équipe à avoir proposé ça dans le cadre du concours. Donc on a extrait la partie cafétéria je veux dire, du bâtiment principal pour la mettre à l'entrée du site. Comme ça, dès qu'on a passé ce premier bâtiment, ben, on est dans un univers propre au Préhistomuséum, un univers assez cadré comme ça. Et on a oublié ce qui s'était passé avant. C'est ça. Malgré toutes les difficultés financières, de temporalité, de tout ce que tu peux imaginer, on est arrivé en 2016, en février, à l'inauguration du Préhistomuséum. Et là, c'est une nouvelle période qui s'est ouverte pour moi-même et pour mon équipe. C'est-à-dire qu'on avait rêvé, on avait construit, et puis on rentrait dans notre nouveau musée. Et on a donc appris à utiliser ce nouvel espace. Et bien, après 4 ans de vie avec nos visiteurs, avec nos équipes, on peut dire qu'on est très heureux d'être là, car le concept, ce qu'on peut visiter aujourd'hui, voir, répond réellement à notre rêve.